Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me rendre en Bourgogne, et plus précisément à La Roche-Pau, au sud-ouest de Bonn, pour partir à la rencontre de Jérémy Fouqueran, producteur de vin de Bourgogne. Cette rencontre s'est faite sur l'exploitation familiale de Jérémy, après que j'ai parcouru à vélo la route des vins. J'ai pu ainsi découvrir les magnifiques paysages qui sont offerts par les vignobles de la Côte d'Or et leurs couleurs automnales. J'ai proposé à Jérémy qu'on enregistre un épisode ensemble car j'avais envie de comprendre l'effervescence qui entoure les vins de Bourgogne. Ils sont actuellement très à la mode, notamment à l'étranger, et certaines bouteilles de blanc s'arrachent à prix d'or. Les pays d'Asie notamment en sont complètement fous et il se dit dans la région qu'il y a plus de stocks de vins de Bourgogne actuellement à Hong Kong que dans la région. Et puis j'ai pu le constater puisqu'il a été compliqué de trouver des bouteilles de blanc chez des cavistes à des prix abordables, mais heureusement que Jérémy proposait des bouteilles en vente directe sur son exploitation. Dans cet épisode, Jérémy nous aide à décrypter cette ébullition autour des vins de Bourgogne et nous partage son point de vue à lui en tant que producteur. Il nous explique également le fonctionnement de ce vignoble qui est très particulier puisqu'il y a 80 appellations et ils ont aussi ce qu'ils appellent des climats. Enfin, il nous parle de son parcours personnel, de ses motivations à reprendre l'entreprise familiale et des méthodes qu'il met en place pour produire le meilleur vin possible. Je vous laisse en compagnie de Jérémy. Bonne écoute! Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton exploitation. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer où c'est qu'on est actuellement ? Alors, donc je me présente, je m'appelle Jérémy Fouqueran, j'ai 29 ans. Je travaille actuellement sur le domaine familial, donc sur le domaine Guy Fouqueran à La Roche-Pau, en Côte d'Or. Très bien. Et là, on est dans le bureau de l'exploitation. Voilà, là, on est dans le bureau d'exploitation, tout à fait, où tout se passe, où toute la comptabilité se passe. Donc, c'est plus ma mère Véronique qui s'occupe de cette partie-là. Très bien. Et à côté, il y a la cave et la partie vinification, non ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là, c'est vraiment le siège est là. Hein, donc, on s'occupe à la fois de recevoir les clients au niveau du bar. Et après, toute la partie cuverie, vinification, c'est juste avant, juste à côté. Donc, tout est au même endroit. Les gens, quand ils viennent déguster ou acheter du vin, tout se passe ici. Ok. D'où les petits clinquements de bouteilles qu'on entend. Je ne sais pas si les auditeurs les entendent, mais c'est ton grand-père. Voilà, c'est mon grand-père. Voilà, c'est ça. Qui est en train de ranger des bouteilles. Ça, c'est quand même beau. Bah oui, là, c'est voilà, il n'arrive pas à décrocher. Il aime être sur place. C'est toute sa vie, hein, finalement. 88 ans, toujours actif. C'est sa passion ça depuis toujours. Voilà, exactement. Et toi, ça a été quoi le déclic pour toi de te lancer vigneron ? Alors le déclic, il est très simple. Hein. Je baigne dans le vin depuis que je suis né presque. Hein. L'exploitation, elle a démarré avec mon grand-père, hein, qui était le chef d'exploitation, et il a travaillé avec ses fils. Donc Jean-Luc et Guy. Donc Jean-Luc qui est le petit frère de mon père. Et ils avaient un GAEC au début et ils avaient une exploitation de 10 hectares de vignes, mais aussi l'agriculture, hein, l'élevage. Donc c'était plus mon père qui s'occupait de la partie élevage et Jean-Luc de la partie viticole. Avec des charolaises, c'est ça ? Tout à fait, ouais, des vaches charolaises, des blanches comme on dit chez nous. Donc c'est vrai que c'était une exploitation qui était dynamique dans le sens où même si des fois l'année était capricieuse, avec les conditions climatiques qu'on peut avoir, des fois défavorables, on avait toujours l'activité agricole qui compensait un petit peu l'activité viticole. Donc c'est vrai que c'était bien de pouvoir jongler à ce niveau-là. Et après, mon oncle est parti en 2009. Il a fait sa propre cuverie avec ses vignes sur Meursault, parce qu'il était originaire de Meursault. Et après, mon père a gardé une partie de ses vignes sur La Roche-Pau avec ses vaches. Donc, au lieu on avait 10-12 hectares de vignes et maintenant, on en a 7. Et pour toi, ça a été évident de reprendre la suite. Tu nous disais que ton grand-père était le premier, mais tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était la 4e génération et que toi, tu étais la 6e oui, c'est ça, ouais. Génération. Ils ont toujours eu la double activité, si vous voulez. Ok, d'accord. Il y a toujours eu une partie élevage, pas forcément très, 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 très grande, mais il y a toujours eu vaches
et vigne. Ok. Voilà. Et donc toi, 6e génération a été installée. Oui. Ça a été évident ou tu t'es posé des questions? Comment ça s'est passé ton installation? Alors évident, on essaye de faire un choix, pas par... voilà, j'ai pas repris le domaine parce qu'il fallait reprendre le domaine. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile à faire comprendre à certaines personnes parce qu'il faut quand même avoir la passion du métier. Moi, j'ai pas forcément eu la passion de l'élevage, clairement. Par contre, pour le vin, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ce côté de faire sa bouteille, de se dire que ce produit-là, il nous appartient et qu'on puisse le commercialiser, que le vin se retrouve sur une table ou dans un restaurant. Je trouve que c'est le côté du métier sympa de se dire que ce produit-là, c'est nous qui l'avons fait et c'est assez convivial dans le fond. Du coup, aujourd'hui, vous avez 7 hectares, c'est ça que tu nous as dit? Oui. Ok, avec quel cépage? Eh ben, en Bourgogne, on n'a pas énormément de cépages comme on peut en avoir en Alsace ou dans le Bordelais, par exemple. Mais on a donc le Pinot Noir, qui est presque l'exclusivité en vin rouge. On a le Chardonnay, donc qui est le cépage phare en Bourgogne pour les vins blancs. Et on a aussi l'Aligoté, donc qui est une appellation aussi, Bourgogne Aligoté, et le Gamay. On a encore une petite partie de Gamay, même si on en retrouve plus dans le Beaujolais. Mais ça, c'est vraiment une spécificité des vins de Bourgogne, ce monocépage. C'est-à-dire quand vous faites la vinification, il n'y a pas d'assemblage de différents cépages entre eux et de cette espèce de côté de je fais ma petite recette pour avoir un goût un peu différent. Non, c'est vrai que en Bourgogne, on a quelque chose d'assez particulier, c'est que vous avez un cépage qui va vous donner un vin. C'est-à-dire qu'en fonction d'où il est implanté, vous allez avoir une multitude de vins, mais qui est issu du même cépage. Ce qu'on appelle un peu la notion de terroir. En Bourgogne, il y a pas mal... ou climat. On a parlé tout à l'heure un peu des appellations, et c'est vrai que les appellations de Bourgogne, chaque appellation va être différente, malgré que le cépage soit le même. C'est-à-dire que le Pinot Noir est implanté sur telle terre, il va donner telle appellation. Et c'est ça qui est un peu caractéristique des vins de Bourgogne, c'est que... c'est pas le cépage qui fait la différence. Enfin, il y a un cépage à respecter, mais voilà, c'est pas lui qui fait la différence. Tout à fait. Après, c'est vraiment le type de sol, l'exposition. L'exposition qui est très importante et le type de sol qui va donner tel ou tel vin. Voilà. Okay. Et justement, sur ces appellations, effectivement, c'est quand même particulier en Bourgogne. Tu peux nous raconter, là, je crois qu'il y a 4 niveaux. Tu peux nous dire comment ça se passe? Eh ben, c'est bon. Nous, ça nous paraît simple parce qu'on baigne dans le vin et puis dans les appellations depuis longtemps. Mais c'est vrai que quand on vient de l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Donc en Bourgogne, quand je dis en Bourgogne, le vignoble bourguignon est à la fois très petit, mais par rapport à Bordeaux. Oui, c'est à peine 3% des vignobles du territoire français, j'ai vu. Oui, à Bordeaux, vous avez pas loin de 200 000 hectares. Ce qui est colossal. En Bourgogne, on est à 28 000 hectares. Donc la Bourgogne, ça va du sud de la Saône-et-Loire, donc Mâcon. Mâcon, où vous avez toute la côte mâconnaise, où là, il y a quand même pas mal de blancs. D'ailleurs, les petits villages de Chardonnay aussi, là-bas, si je ne me trompe pas, c'est exclusif, enfin pas exclusivement, mais il y a beaucoup plus de blancs. Et après, quand vous remontez, donc vous avez Côte de Beaune, Côte de Nuit, Haute-Côte de Beaune, Haute-Côte de Nuit. Et après, quand vous remontez au nord de la Bourgogne, vous avez Chablis, qui est très connu aussi. Quand on regarde une carte, ça fait vraiment... c'est du nord au sud. Oui, voilà. Ça part de Dijon, ça descend jusqu'à Bonne, et après, ça descend un peu en dessous de Bonne, où on se trouve, nous. Voilà, et vous avez aussi la côte chalonnaise. Oui, tout à fait. La côte chalonnaise. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, après, en fonction d'où vous vous situez, vous avez des appellations villages. Vous avez les appellations régionales. Après, vous avez donc appellation village, premier cru, grand cru. Okay. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir en Bourgogne. Et en fonction d'où c'est placé, vous allez, en fonction d'où la parcelle est placée, vous allez avoir... droit à telle appellation ou telle autre. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, donc les régionales, grosso modo, c'est ceux qui sont sur la région qui peuvent s'appeler porter ce nom-là sur la bouteille. Village, c'est quand on est sur le village. Et après, par contre, premier cru et grand cru, c'est quoi? C'est rattaché à la parcelle, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que vous avez des appellations
Par exemple, nous sur le domaine, on a une appellation Océ-Durès, donc qui est un village de la Côte de Beaune, qui est dans le tout début de la Côte de Beaune, qui est une appellation village. Mais il y a aussi des Océ-Durès qui sont en premier cru. Ouais. Mais par contre, sur Océ-Durès, vous n'avez pas d'appellation grand cru. Ça dépend vraiment des villages. Par exemple, sur Chassagne-Montrachet, vous avez des Chassagne-Montrachet village, premier cru, mais vous avez aussi des grands crus. Ça dépend vraiment où le village est implanté et où l'INAO a décidé que telle ou telle appellation... Bon, il y a le côté historique, bien évidemment, qui rentre en compte. Mais, c'était ma question. Qui décide de... Parce que finalement, c'est quasiment à l'hectare, ou en tout cas à la parcelle près, quoi. Oui. C'est un découpage hyper minutieux. C'est hyper minutieux. Qui a décidé qu'à un moment, cette parcelle-là, elle était premier cru, et celle-là, elle était grand cru? Eh ben, je vous dis, c'est cet organisme-là. Ouais, qui gère toutes les AOP. Voilà, qui gère tout ça. Alors, si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'était dans les années 1930-39, où là, à ce moment-là, ils ont fait au niveau du cadastre, ils ont dit telle ou telle parcelle, elles sont toutes nommées, donc tous les climats en Bourgogne sont nommés. Vous avez tout un tas de noms. C'est aussi du Respin perdu, mais vous avez aussi les Durès, par exemple. Sur Centenay, vous avez les Coms, et vous pouvez aussi avoir Bourgard, Gravière, voilà. Tous ces noms-là, c'est vraiment... Et ils ont tous plus ou moins c'est historique. C'est-à-dire que ces noms-là, ils ne sont pas venus par hasard. Ils sont venus parce que derrière, il y a le côté historique qui est là. Mais c'est comme à Bordeaux, je crois que c'est Napoléon qui avait fait le classement des grands crus classés en 1855. Le truc bouge pas. Oui. Vous qui n'avez pas sur vos parcelles la chance d'être tombé sur un premier cru ou un grand cru, vous auriez pas envie que de temps en temps l'INAO elle remette son nez dedans et qu'elle revoie les parcelles, le travail qui est fait, parce que finalement les grands crus ils peuvent un peu se reposer sur cette classification qui date de 1939, là tu nous disais, et il y en a d'autres qui vont faire du super boulot et qui seront jamais récompensés à hauteur à cause de ce classement, non? Alors, vous avez tout à fait raison. Enfin, t'as tout à fait raison, pardon. C'est des organismes qui sont très carrés, voilà. On peut demander, on peut faire la demande, mais généralement, ça aboutit pas parce que c'est... Il y a trop de choses en jeu aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, si vous voyez un peu ce qui se fait, en Bourgogne, c'est des vins quand même qui ont une certaine notoriété, comme il peut y avoir de la notoriété... dans les grands crus à Bordeaux ou même voilà. Et c'est vrai que demain, demander une classification en premier cru ou en grand cru, le travail est le même. Travailler une vigne en appellation village, en appellation Haute-Côte de Beaune, le travail est identique finalement. Mais après, la valorisation de ce vin-là en bouteille, au niveau du prix, vous allez travailler 1 hectare de grand cru et 1 hectare de village. Le chiffre d'affaires à la fin, il va être complètement différent. Alors que le travail, finalement, c'est exactement le même. Et est-ce que des fois, il y a des dégustations à l'aveugle ou des appellations village sortent devant des grands crus vous parlez de choses qui fâchent. Là, il y a bien évidemment, il y a des dégustations à l'aveugle qui se font, mais... si je peux donner un conseil à ceux qui c'est de ne pas dire si c'est meilleur. Après, non, mais si, il faut être honnête. Dans le vin, il faut être honnête. Mais en général, des appellations en grand cru, il faut très rarement les faire déguster à l'aveugle. C'est vrai qu'on est quand même souvent fiers d'ouvrir une bonne bouteille, de se dire, de faire plaisir aussi aux gens avec qui on la boit. Mettre un grand cru à l'aveugle... C'est risqué. C'est risqué. Il y en a qui le font et c'est très bien parce que ça permet aussi d'avoir un avis, on va dire. On peut être influencé par l'étiquette. C'est pas parce que vous allez sortir une belle étiquette que le vin va être bon. Bon, il faut espérer qu'il soit bon, mais mettre un grand cru à l'aveugle, moi, j'ai pas l'habitude de le faire. Après, pourquoi pas et c'est vrai que des fois, on pourrait s'amuser à mettre une bouteille à 10-15 euros en appellation village, par exemple, et mettre une appellation en grand cru à 80, 100, maintenant 150 euros sans problème, et puis le faire déguster à des gens qui s'y connaissent un petit peu dans le vin, et dire, voilà,
Tenez, il y a 2 bouteilles, 3 bouteilles, admettons, ou 10, n'importe. Et puis à la fin, vous mettez un classement de celui que vous préférez. Et puis là, on peut rigoler. Ouais. Là, on peut s'amuser. Et dire, bah oui, la bouteille à 15 €, finalement, elle est plutôt bien classée par rapport à la bouteille qui est à 150 €, quoi. Voilà. Mais bon, c'est risqué. C'est risqué, mais je pense qu'il faut plus voir le côté... on a quand même de la chance d'être dans une région où il y a quand même du potentiel. Oui, c'est bien valorisé de manière C'est bien générale. valorisé. Les viticulteurs en Bourgogne donc sont pas à plaindre plus que ça. Si vous arrivez à faire du bon vin, le vin se vend très bien et... c'est pas comme dans certaines régions où c'est compliqué. Oui, au final, tout le monde bénéficie de cette dynamique des grands crus, de ces grands noms. C'est voilà. toute la région qui est portée par ça aussi. Tout à fait. Et dernièrement, le vignoble bourguignon a été classé par l'UNESCO. Ouais, voilà. En 2015. Oui, c'est ça. Il me semble, j'ai pas la date en tête non plus, mais je suis pas très fort en date. C'est bon, j'ai révisé avant de venir, je te d'accord, compléterai. Okay, bon, c'est le seul truc parfait. que je peux maîtriser. Parfait. Mais non, mais si, et c'est vrai que ça a donné un certain prestige, faut être honnête. Quand vous avez un classement pareil derrière, les gens sont curieux d'aller goûter, d'aller déguster, d'aller dans les caves chez les viticulteurs pour goûter, quoi, tout simplement, puis acheter. Et justement, tu nous parlais de l'UNESCO, et je crois que ce qui a été inscrit au patrimoine, c'est la notion de climat, oui. avec un C majuscule, oui. Qui n'a rien à voir avec le climat, la météo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Parce que ça aussi, c'est très spécifique au vin de Bourgogne. Alors oui, je crois que c'est peut-être uniquement en Bourgogne qu'on retrouve ce terme-là. Le climat, c'est très simple, c'est très simple dans le sens où si vous êtes amateur de vin, comme je le disais, en fait, vous avez l'appellation. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans la Côte de Beaune ou dans la Côte de Nuit, chaque village viticole va donner son appellation avec le nom du village sur l'étiquette. Ça, c'est ce qu'on me disait, c'est l'appellation village. Voilà. Par exemple, Nuit-Saint-Georges, Beaune, Pommard, voilà, vous avez l'appellation parce que le village viticole se trouve dans la côte de Beaune et sur l'étiquette, il va figurer le nom du village pour l'appellation. Après, quand on parle de climat, donc c'est là où ça devient un petit peu plus technique, c'est que sur Pommard, vous allez avoir plusieurs climats. C'est des parcelles, en fait. Exactement. C'est exactement ça. S'il faut retenir quelque chose, c'est ça, c'est... la notion de parcelle, finalement, va donner ce terme climat qu'on retrouve en Bourgogne. Et après, vous avez des climats en appellation village, donc Pommard village. Vous avez des climats en appellation premier cru, Pommard premier cru. Et pas en grand cru. À Pommard, il n'y a pas encore d'appellation grand cru, même si ça a été demandé, notamment sur l'appellation Pommard rugien. Voilà, parce que c'était le climat qui sortait un petit peu du lot par rapport aux autres premiers crus, mais la demande a été refusée. Enfin, du moins de ce que je sais, dernièrement, ça n'a pas été accepté parce que Pommard n'avait pas besoin forcément d'avoir d'appellation grand cru, premier cru suffisait, on va dire. Et dernière chose sur ces histoires d'appellation, j'ai vu aussi que plus on montait en gamme, moins les vignerons pouvaient produire en quantité. C'est vrai. En Bourgogne, on est limité en fonction de l'appellation sur ce qu'on appelle les rendements par hectare. Donc c'est pas très compliqué. C'est juste que vous avez, admettons, 1 hectare en appellation village. Et vous pourrez faire, je vais vous dire un chiffre autour de 50-55 hectolitres par hectare en appellation village. Après, quand vous allez passer en premier cru, donc il y a un gage de qualité, il y a souvent ce gage de qualité en Bourgogne de ne pas surproduire. Plus on va produire, moins il y aura de qualité, logiquement. Souvent, ce qu'on reprochait en Bourgogne, c'est que avec les années capricieuses qu'on a pu avoir, on ne produisait pas assez. Donc derrière, il manquait de vin, il manquait cruement de vin. Et puis derrière, ça faisait aussi augmenter les prix. Si vous voulez, quand vous n'avez pas de vin à vendre, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que finalement, quand vous n'avez pas de vin, le prix augmente et puis le vin s'arrache. Et puis
et puis vous n'arrivez pas à fournir tout le monde. Et c'est vrai qu'après, donc, j'ai dit à peu près, un village 50-55 hectolitres hectares. Premier cru, là on va descendre autour de 40-45. Et après en appellation grand cru, donc là vous pouvez descendre à 25, 30, 35 hectolitres hectares maximum. Après c'est vraiment la volonté de chaque viticulteur. Vous n'êtes pas obligé de faire ce rendement-là. Vous pouvez décider, vous pouvez dire par exemple, moi, mon appellation premier cru sur mon domaine, je veux faire pas plus de 30 hectolitres hectares. Vous avez entièrement le droit, mais il ne faut pas faire plus. Ouais. C'est-à-dire que l'appellation vous dit, au-delà de temps, c'est trop, donc vous n'avez pas le droit. Ça m'amène à la minute économie du podcast. C'est quand même intéressant comme manière de fonctionner parce que c'est ce que tu dis, c'est la rareté qui fait le prix. Et en ce moment, on est en plein, j'ai l'impression, sur les vins de Bourgogne. Là, on est allé dans une cave acheter du vin, franchement, du blanc à moins de 25 € la bouteille. La cave où on est allé, il n'y avait rien, en tout cas. Comment t'expliques cet engouement autour des Bourgognes et depuis quand vous le sentez vraiment qu'il y a ce décollage? Parce que je voyais qu'à Hong Kong et tout ça, ça se vendait, mais à prix d'or, des fois à 10 000, 15 000 € la bouteille. Comment t'expliques ça? Alors, moi, je ne l'explique pas vraiment, parce que après, je peux concevoir que... Alors, ce qui fait déjà, on va dire, le prix, c'est déjà la notoriété de certains domaines. Des bouteilles à 10-15 000 €, tous les domaines ne peuvent pas se permettre de vendre des bouteilles ce prix-là. Il y a certains domaines, je peux les citer, il y a des très 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 gros domaines qui ont une cote énorme, qui ont pris une cote énorme, et aujourd'hui c'est juste intouchable, c'est-à-dire que c'est pas possible de s'en procurer, et c'est ces domaines-là, par la rareté, par le prestige de garder des méthodes ancestrales un petit peu, le labour à cheval, le pigeage au pied de l'homme, tout ça, toutes ces... Ils peuvent se permettre parce qu'ils font des petites quantités au final. Voilà, il y a aussi cette notion-là de quantité, de extrêmement bien faire, de extrêmement bien travailler, et derrière vous avez des exigences, mais pour s'en procurer, il faut avoir le porte-monnaie adéquat. Il y a aussi le fait que c'est un petit vignoble où il y a quand même la volonté de bien faire aussi, c'est-à-dire que je dis pas que tout le monde fait bien, loin de là. Même si aujourd'hui les méthodes ont évolué, les façons de faire ont évolué, la mécanisation, les outils de vinification aussi qui ont permis de faire mieux, meilleur. Après, c'est vrai que quand j'ai des clients à la cave, ce que tu dis c'est vrai. Oh là là, c'est de plus en plus dur de se procurer des vins de Bourgogne parce que c'est cher. Un Français moyen aujourd'hui, ça devient compliqué pour lui de se payer un carton de 6 bouteilles ou de 12 bouteilles. C'est fou. Et c'est incroyable. Nous, on n'est pas trop sur cette optique-là. On estime quand même qu'un Français moyen peut se payer un carton de vin en Bourgogne, heureusement, mais après, chaque domaine est libre de fixer son prix. J'ai vu aussi qu'il y avait des négociants qui spéculaient, c'est-à-dire qui achetaient au domaine les bouteilles à des prix plutôt corrects, mais qui après à l'étranger les revendaient. Après, l'étranger, il y a une forte demande, des étrangers sur les vins de Bourgogne. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de viticulteurs bourguignons où le vin est vendu avant même qu'il soit fait. C'est-à-dire que confortable, ça. Demain, c'est très confortable, et il y a de moins en moins de caves ouvertes. Vous voyez, nous, ce qu'on fait là, c'est pas partout pareil. Il y a des domaines, il faut prendre rendez-vous 1 mois, 2 mois à l'avance. Il y en a qui vont vous dire j'ai pas de vin à vendre parce que c'est déjà vendu. À l'étranger, en partie, à l'export, il n'y a plus de dégustation, il n'y a plus de temps passé. Parce qu'il n'y a plus besoin. Les clients sont fidèles, ils achètent d'année en année, ils savent que le vin est bon, ou du moins ils espèrent qu'il soit bon, parce que c'est quand même un budget aussi. Ils se basent sur la confiance. Une fois qu'ils ont un domaine de prédilection, ils gardent ce domaine-là, et après, le vin est vendu. Donc, pourquoi s'embêter finalement ? Ouais. Et je voyais un reportage
où il y avait quasiment plus de stock de vin de Bourgogne à Hong Kong en ce moment qu'ici, quoi, quasiment. Peut-être. Oui, dans les images, c'était incroyable les palettes de vin de Bourgogne qu'il y avait vers là-bas, quoi. Ah oui, après, je vous dis, c'est vrai qu'il plaise le vin de Bourgogne, mais le Bordeaux, il y a des noms qui ressortent. Et il suffit que vous ayez le nom et derrière, ça se vend. Je le vois bien, moi, sur certaines appellations, c'est que ils vont avoir goûté un vin en Bourgogne, ça va faire tilt, et après, ils vont voir que cette appellation-là. C'est-à-dire que vous allez leur faire goûter n'importe quoi d'autre, c'est cette appellation et point final. Pourtant, je crois que vous en avez 84, donc il y a le choix. Oui, il y a le choix en appellation, mais c'est vrai que dans la tête des gens, je sais pas si c'est français ou quoi de faire ça, mais on est focalisé sur un nom et on peut faire goûter des choses qui sont très bien aussi, mais non, c'est pas forcément ça qu'ils voulaient. Après, c'est comme ça. Est-ce que tu penses que derrière tout ça, il y a aussi un effet de mode entre guillemets, qui est presque à redouter? Parce que je prends l'exemple des vins de Bordeaux qui traversent une crise en ce moment, notamment, pas que, ils ont des soucis de production aussi, mais aussi il y a cet effet, les vins de Bordeaux sont moins à la mode en ce moment. Est-ce que c'est pas un danger, ça, pour des vignobles entiers d'un coup de se retrouver tout en haut, et à l'inverse, je sais pas, dans 10 ans, je vous le souhaite surtout pas, mais tu vois, je vois très bien ce que tu veux dire, et je pense qu'il faut qu'on fasse quand même attention. On est bien sur nos acquis en ce moment. C'est vrai que le Bourgogne, il y a pas mal de gens qui jurent que par ça, mais il est critiqué quand même. Faut pas se leurrer non plus. Mais oui, je pense qu'il faut quand même faire attention, pas arriver à des prix extravagants, notamment. C'est ce que on parle souvent de prix, mais c'est-à-dire qu'il faut pas non plus que, bon, même si ça se vend à l'étranger parce que les étrangers ont de l'argent. Moi, j'ai entendu dire aussi que il y a certains marchés à l'étranger, notamment en Amérique. Ou même ailleurs, les Chinois, les Japonais qui sont friands quand même de tous ces vins-là. Moi, j'ai peur qu'un jour ça se casse la figure, et on n'a pas envie de ça non plus. Oui, et à ce moment-là, vous aurez besoin du français moyen voilà, exactement. de la base du marché. C'est vraiment pas pour dénigrer que je dis ça, c'est vraiment un constat qui est simple, c'est que ça serait quand même dramatique que les Français aujourd'hui ne puissent plus acheter de Bourgogne, que les étrangers achètent en partie, c'est une chose, mais que le Français achète aussi, c'est bien. Et c'est une sécurité pour vous, comme tu dis, parce que le jour où à l'étranger, ils s'en détournent pour X ou Y raison, ou je sais pas si sur le vin il peut y avoir des soucis entre guillemets sanitaires, comme il y a sur la viande et tout ça, mais mine de rien, il peut aussi y avoir non, mais des moi, choses je pense comme qu'il faut quand même pas non plus que ça s'envole de trop, même si c'est le cas, un petit peu quand même. Mais non, mais il faut faire attention. Et j'arrive à la question de l'auditeur, c'est Gauthier qui te demande, en termes de goût, c'est quoi la spécificité des vins de Bourgogne? Est-ce qu'il y a une caractéristique un peu commune à toutes ces appellations? Alors, je vais parler rouge et blanc du coup. Sur le rouge, le pinot noir, c'est quand même un cépage assez fragile, qui n'est pas forcément un raisin très coloré de base. On est dans une région où on a connu des années un petit peu cata, même si aujourd'hui on se rend compte qu'avec le réchauffement climatique, on arrive à faire des vins de plus en plus tanniques, de plus en plus fruité, vraiment ce côté un petit peu fruits rouges, parce qu'à la base le pinot noir c'est pas un cépage très coloré, c'est pas un raisin très coloré, ça il faut quand même le savoir. C'est très dur d'extraire la couleur sur le pinot noir. Après, avec les fortes chaleurs qu'on a connues ces derniers temps, on arrive quand même à avoir des vins très parfumés, très colorés. Voilà. Okay. Assez élégant, assez fin quand même. Le pinot noir, voilà ce qu'on peut dire de lui. Après, sur le chardonnay, on est sur j'ai pas envie de dire que le chardonnay c'est la référence au niveau des vins blancs, mais c'est quand même très très connu dans le monde entier, le cépage chardonnay. Voilà, on est très sur le fruit, puis il y a quand même cette touche un petit peu boisée qu'on retrouve beaucoup sur les vins de Bourgogne en blanc, ce qui fait que
ça lui donne un petit côté charpenté, un petit côté rond qui tient en bouche. Voilà. Et toi, sur ton vignoble, tu as combien de pourcentage de parcelles qui est pour le blanc et combien pour le rouge ? Alors, on a plus planté en rouge ces dernières années, mais globalement, c'est 2 tiers, 1 tiers, je dirais. Ok. Voilà. T'as envie de développer le rouge, toi, demain ? Tu veux faire quoi de... En fait, tu veux faire quoi comme vin ? si tu veux, on peut pas trop... c'est en fonction d'où on va planter la vigne, si on le plante en rouge ou en blanc. On peut pas trop décider à l'avance. C'est vraiment le type de sol qui va nous guider un peu sur ce qu'on va planter. Plus que l'envie, entre guillemets, marketing, de proposer quelque chose au client plutôt que autre chose. Voilà, c'est ça. C'est que nous, on veut pas développer plus ou moins. Après, c'est vrai que le chardonnay, le blanc, il y a moins de travail après en vinification. On va dire que le blanc, vous mettez le raisin dans le pressoir, vous pressez, vous mettez en cuve, vous laissez débourber, hop, vous le mettez en tonneau, il fait sa fermentation en tonneau. Après, vous n'avez pas à vous en occuper plus que ça, même s'il faut surveiller, hein, bien évidemment. C'est du vin, hein, c'est de l'alimentaire, mais après, le rouge, ça demande quand même plus de pratique. Vous avez les pigeages, les remontages pour extraire la couleur. C'est tout un travail, tout un sport. Voilà. Et d'un point de vue production, aujourd'hui, c'est quoi les principales fléaux, entre guillemets, auxquels vous êtes confrontés ? Est-ce que vous avez du gel, de la grêle ici ? Est-ce que vous avez eu des vendanges ? Tu nous as parlé de vendanges un peu cata. Alors, on a eu des années cata, c'est sûr, qu'on redoute. Hein. On n'aime pas ça. Personne, quand on travaille dans le vin, c'est toujours le grand débat, savoir si on va faire une belle année ou pas. Après, on a eu 2021. 2021, année dramatique pour toute la Côte de Beaune, Côte de Nuit. La caviste, elle nous a dit, si on vous propose un vin de Bourgogne de 2021, surtout vous prenez pas. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ça, hein, mais bon, après, c'est oui. C'est à cause de quoi ? C'était à cause de la grêle ? Non, du gel. Du gel, ok. On a eu un gel. Ouais, on a eu un gel printanier. Ça devait être le 6 avril, si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça devait être dans la nuit du 6 au 7 avril où la vigne était déjà bien débourrée. Donc le débourrement, c'est vraiment quand le bourgeon a éclaté et le végétal est sorti et est hyper fragile. Et là, il y a neigé, il y a gelé, enfin c'était très humide, il y a neigé, gelé, et le lendemain matin, il a fait beau. Et c'est vraiment l'écart de température qui a fait que la pousse a cramé. Ouais. Et là, il y a eu 50% de la récolte de perdu globalement chez tous les viticulteurs. Et puis là, il n'y a rien à faire. La nuit, elle est terrible parce que, à part les bougies... Il y a les bougies, mais bon, les bougies, il faut y croire. Ça paraît dérisoire, quoi. Chacun son avis là-dessus. Bon, nous, on n'en a jamais mis. Et puis, on n'a pas plus gelé que les autres. Il faut prier. Non, mais il faut... Voilà, des années comme ça. Après, c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, malheureusement... On a des hivers qui sont quand même plus doux déjà. Et en fait, arrivé au printemps, il fait froid. Et c'est ça en fait qui va pas, c'est qu'il devrait pas faire si doux l'hiver pour éviter que la plante Oui, parce que le gel reparte. au mois d'avril, ça c'est pas nouveau, entre guillemets, voilà. ça a toujours plus ou moins existé. Exactement, c'est plus pas le ça fait le que ça problème. bourgeonne plus tôt à cause de l'hiver doux. C'est exactement ça. Il faudrait pas qu'on ait des mois de février à 23, 25 degrés. Quoi. Même le mois de mars, c'est trop tôt. Et j'ai entendu dire par contre que la vendange 2023 avait été excellente. C'est Oui. le cas ou pas ? Ah, c'est les années comme on les aime, avec de la quantité, la qualité, des raisins qui sont au niveau sanitaire, pas de maladie, pas d'odium, pas de mildiou. Non, une année à garder dans les esprits. On goûtera ça, on pourra goûter ça dans combien de temps ? On pourra goûter ça dans 1 an et demi, je dirais, le temps que le vin reste en fût, il va rester en fût, donc en tonneau ou en pièces. Voilà, donc il va rester 1 an. 1 an dans le tonneau minimum avant d'être soutiré, assemblé, filtré, mis en bouteille. Très bien, il faut être encore un petit peu patient. Voilà, exactement. J'en profite, on n'a pas parlé de tout ce qui est vinification et tout ça, mais j'avais fait un épisode pour ceux qui veulent avec Luc du Château Félin Ségur à Bordeaux sur
voilà, sur toutes les étapes de la vinification et tout ça. Donc, ils peuvent l'écouter s'ils ont besoin. Bon, je vais arriver à mes questions de fin parce que j'avais le droit à 40 minutes parce que tu vas chercher ta fille. Et là, je suis pile dans le tempo. La première question, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi d'avoir repris le vignoble familial et de t'investir pour les vins de Bourgogne ? Ma première, j'ai envie de dire, fierté, c'est déjà que le domaine continue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que quand on voit l'énergie qui a été mise par notamment mon grand-père, mon arrière-grand-père, je ne l'ai pas connu, mais on est assez fiers que ça continue parce que ça a demandé de l'énergie, du temps à tout le monde. Et le fait de garder le nom Foucran sur l'étiquette, c'est toujours sympa, quoi. Et le fait que il faut avoir la passion, hein, faut avoir l'envie, même si des fois quand on travaille en famille ou c'est pas toujours ça, il y a du bon côté, hein, c'est sûr, hein, mais après faut s'entendre. C'est pas le tout de travailler en famille, il faut puis de bien travailler surtout, c'est-à-dire de bien communiquer, pour faire au mieux, tout simplement. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis où il y aura une bouteille de Bourgogne sur la table ? Je sais pas, moi, que le terme, par exemple, à Bordeaux, vous parlez de barriques, ouais. C'est ça ? Ouais, exactement, ou tonneaux. Nous, c'est pas des barriques, c'est des pièces de vin. Voilà, donc chaque terme est un petit peu différent en fonction de... Enfin, il y a des termes qui sont différents d'un vignoble à l'autre. Voilà, donc nous, c'est pas des barriques, c'est des pièces de vin. Très bien. On le saura. Voilà. Et dernière question, où c'est qu'on peut suivre l'actualité du domaine ? Vous commandez du vin, peut-être ? Est-ce que vous avez un site internet ? Est-ce qu'il faut venir ici ? Alors oui, on a un site internet qui est tout récent, qui vient d'être... il n'est pas tout à fait terminé, mais il est accessible. Vous tapez sur Google domaine-guy-foucran et vous allez trouver la page du domaine. Donc on est au pied du château de la Rochepot. Voilà, pour ceux qui connaissent le château de la Rochepot. Voilà. Et on a aussi une activité de chambre d'hôtes et de gîtes qui fait connaître aussi le domaine, parce que le bouche à oreille, nous on vend très peu à l'export. On aime recevoir les clients au domaine, les faire déguster. Et c'est vrai que les clients de chambre d'hôtes et de gîtes, notamment j'ai un gîte sur Airbnb, les gens en général, quand ils viennent en Bourgogne, ils sont contents de goûter les vins d'un viticulteur. Donc, je leur propose une dégustation. Voilà, et y a puis pas de les problème. vins sont à des prix accessibles pour ceux qui veulent. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps. C'était super intéressant. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.